Le 82e anniversaire de la première réunion clandestine du Conseil national de la Résistance qui s'est tenue ici même dans l'immeuble du 48 rue du Four, dans le 6e arrondissement. La cérémonie débutera par un discours d'accueil de M. Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement. M. Guy Hervy, secrétaire général du Comité parisien de la Libération, lira ensuite le message des associations patriotiques organisatrices de cette journée dans la capitale. Mesdames et messieurs les conseillers de Paris, mesdames et messieurs en haut grade et qualité, c'est toujours un honneur, c'est toujours une forte cérémonie que celle qui nous voit nous réunir chaque année depuis nombreuses années. Par l'unification difficilement réalisée de la résistance française, portée dès le 27 mai 1943, pour ceux qui se sont réunis ici, autour de Jean Moulin. Depuis ce lieu, ils se sont fixés comme but d'organiser la résistance pour libérer le pays, châtier les traîtres et reconstruire une république débarrassée à tout jamais du fascisme, du nazisme, de l'idéologie criminelle génocidaire qui les accompagnait, faire que le monde soit un monde de paix, débarrassé à jamais de la guerre. Qui aurait pu penser, 80 ans plus tard, en mai 2025, qu'à quelques centaines de mètres d'ici, autorisés par un arrêt d'une cour de justice, des gens se revendiquant officiellement de la pensée nazie, de ses pratiques, de son racisme, de son antisémitisme, de son refus de la différence, de sa haine de tout ce qui est progressiste, auraient le droit de défiler, alors que le tribunal international de Nuremberg, les lois de notre République, ont mis au bas de la société, interdisent et condamnent l'idéologie et les pratiques de ces groupes et ordonnent de les interdire. Qui aurait pu penser, dans le contexte international actuel, que notre président de la République puisse, et dans l'occasion d'annoncer la mise en place d'une possible économie de guerre, avec ce que cela signifie comme présage de restriction des droits sociaux et des libertés. Qui aurait pu penser que sur les rives de la Méditerranée, les rives de la mer Noire, à Gaza, des actes que le droit international et l'ONU qualifient de potentiellement génocidaires puissent se produire sans réaction forte de la communauté internationale qui fête cette année la mise en place des Nations Unies. Ces questions, il faut se les poser et regarder comment on peut faire face à la montée des périls, comment rassembler pour s'opposer à cette résistible ascension de l'extrême droite dans notre pays. Pour cela, il faut actualiser les choses, ne pas recopier. Mais nous disposons des éléments qui ont commencé à se construire au premier étage de cet immeuble, le 27 mai 1943, avec un conseil de la résistance qui se projetait dans l'histoire comme la représentation exclusive et unique de toute la résistance intérieure française unifiée, donnant pouvoir au général de Gaulle à Alger pour représenter la France auprès de tous nos alliés, construisant l'avenir autour de son programme, portant ce si beau nom des jours heureux. 80 ans qui ont permis, à l'issue de la guerre, même si le Conseil de la Résistance, devenu Conseil national de la Résistance, n'en est pas à l'origine, il faut rendre à l'Assemblée provisoire d'Alger ce qui lui appartient, à ce que les citoyennes de notre pays puissent devenir électrices et éligibles. 80e anniversaire aussi, où à 2 pas d'ici, s'organisait à l'hôtel Lutetia le retour de ceux et de celles qui avaient survécu à l'extermination, à la déportation, à la barbarie génocidaire nazie. Hôtel Lutetia, lui aussi, à quelques centaines de mètres du lieu où s'est déroulée cette manifestation des partisans de l'ordre suprémaciste et génocidaire. Dès la libération conquise, le gouvernement promulgue des ordonnances qui vont marquer en profondeur la nature de notre République. Ce sera la protection judiciaire de la jeunesse, qui considère un jeune, même délinquant, voire criminel, non pas comme un être à retrancher de la société, mais un jeune être humain à aider à s'y insérer. L'ordonnance sur la sécurité sociale, qui fait que les richesses créées par le travail vont d'abord à ceux qui les produisent pour vivre, assurer la santé et la retraite. Pour ne pas alourdir le propos, ne rester qu'à l'ordonnance interdisant aux petits sens d'argent d'être en possession des outils d'information. Toutes ces ordonnances, avec les nationalisations,
ont créé le socle d'un grand service public, tant mis à mal par des décennies d'un libéralisme qui aujourd'hui affiche son impasse, éclairé par le nouveau premier responsable des USA, dont le peuple hier fut avec le peuple soviétique d'alors, les Britanniques, les Canadiens et les pays d'alors colonisés, les acteurs de la libération de la planète. 80 ans après la fin des combats de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre est de nouveau en expansion jusqu'au cœur de l'Europe. Plus les peuples voient leurs droits sociaux, citoyens, leur liberté reculer, plus la paix recule aussi. Ce n'était pas ce dont étaient porteurs les 17 réunis à ce premier étage le 27 mai 1943 autour de Jean Moulin. Leurs idées restent d'une urgente actualité. S'affranchir des idéologies fascistes et nazies criminelles, faire que la société tourne autour de la réponse aux exigences de la liberté et du bien-être social. Aujourd'hui n'est pas un simple regard vers le passé. Ce n'est pas un rituel figé, c'est un acte vivant, une parole transmise, une flamme que chaque génération doit raviver. Cela a été rappelé. Car le courage de ces hommes et de ces femmes ordinaires, devenus par la force d'un refus tranquille, mais irréversible, extraordinaire, ne s'est pas arrêté à leur époque. Il continue de nous parler aujourd'hui, de nous interpeller, de nous rappeler à notre propre devoir de vigilance et d'engagement. Là aussi, cela a été rappelé. Non, aucun d'entre eux n'était prédestiné à l'héroïsme. Rien dans leur quotidien ne les invitait particulièrement à l'aventure périlleuse de la résistance. Ils étaient professeurs, cheminots, artisans, médecins, ouvriers, paysans. Ils étaient croyants fervents ou libres penseurs assumés, communistes engagés ou conservateurs traditionnels. Leur seul point commun était leur choix, refuser le joug de l'oppression, la honte de la collaboration, l'indignité de l'abandon. La résistance, ce fut cette armée des ombres, comme on disait. Cette France aux 1000 visages qui se releva dans les heures les plus sombres, avec pour seule arme une détermination sans faille et une foi profonde en la liberté retrouvée. Ce furent ces actions modestes et ou éclatantes, secrètes ou flamboyantes. Devenait un serment, une main tendue, une insurrection. Un bout de papier contenait le monde entier dans sa pliure. Ainsi naquit la résistance. Le 27 mai 1943, dans la pénombre où la peur faisait son nid, des femmes et des hommes, unis par l'urgence et la fidélité, prirent le risque immense de s'asseoir à la même table ici même. Réunis autour de Jean Moulin, ils venaient de partis, de courants, de traditions différentes, parfois opposées. Mais ils partageaient une même foi, celle que la France ne mourrait pas tant que des Français refuseraient l'avancement, tant qu'ils sauraient s'unir au-delà des divergences politiques. En hommage aux femmes et aux hommes de la résistance, vous allez maintenant entendre le chant des partisans.
nous allons commencer notre cérémonie en hommage à Jean Moulin et à travers lui toute la résistance. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, nous sommes aujourd'hui rassemblés devant ce monument dédié à la mémoire de Jean Moulin pour commémorer ensemble le 82e anniversaire de la séance constitutive du Conseil national de la Résistance. Mais avant de vous dire ce que je pensais vous dire au sujet de cette cérémonie, de ce monument, de ce sculpteur, j'aurais juste voulu évoquer la mémoire de Noël Vincensini, qui s'est éteinte il y a quelques jours, résistante, torturée, n'a pas parlé, déportée, miraculeusement revenue. Elle a témoigné pendant toute sa vie des horreurs qu'elle avait vécues en camp de concentration. Elle a notamment écrit un livre, Un morceau de sucre, qui rappelle la façon dont un morceau de sucre donné, elle n'a jamais bien compris comment, sans doute par des colonnes de prisonniers qui longeaient la colonne de déportés engagés dans la marche de la mort, avait sauvé la vie d'une jeune fille au bord de l'épuisement et de se faire exécuter par les SS. Je voudrais donc simplement rappeler qu'elle a été de ceux, personnellement, grâce auxquels nous sommes ici, grâce auxquels nous respirons l'air de la liberté, qu'elle a traversé les pires horreurs, qu'elle n'a pas parlé, qu'elle est revenue et qu'elle a témoigné. Alors, en ce qui concerne la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui autour de ce monument, qui est une œuvre du sculpteur Georges Jean-Claude, qui a été érigée en 1984 sans jamais être officiellement inaugurée. C'est sans doute la raison pour laquelle, au-delà de sa situation et du fait qu'il n'est pas aussi bien indiqué qu'il devrait l'être sur les Champs-Élysées et qu'il va l'être, d'après ce que nous a précisé l'adjointe au maire de Paris encore ce matin, j'aurais voulu évoquer brièvement 3 points. Ce monument d'abord, son auteur ensuite, cette commémoration enfin. Alors, en ce qui concerne ce monument, je voudrais simplement citer l'intention de l'artiste tel qu'il l'a exprimé lui-même en 1984. C'est un hommage à Jean Moulin. En son nom, le nom de Jean Moulin, j'ai voulu honorer tous ces fusillés, torturés, pendus, déportés. Pour lui, j'ai dressé 5 stèles au feuilletage symbolique. Telles les pousses nouvelles, chatons des marronniers en fleurs, elles portent encore la mue douloureuse de nos angoisses et de notre espérance. Corps des autres, suppliciés, brisés, terrorisés, tendus en un effort ultime pour survivre à l'horreur, au mépris, aux persécutions, aux déportations. Ils se sont terrés dans les forêts de rue et réapparaissent sous mes toits, couverts de glaise humide. Leurs têtes portent encore la trace des coups et craquellent au feu terrible de notre jour. Si j'ai oublié les armes dans cette monture, je n'avais rien à faire de ces vieux mousquetons, des pains de dynamite et des grenades à manche. Je me suis retourné vers cette enfance amère, je suis descendu au fond de mon angoisse, et, prenant appui sur mes souvenirs, quand, vers mes 10 ans, j'attendais dans la nuit, à l'orée des bois noirs, assis avec mon frère, sur des valises et des tapis d'Orient que Jean Moulin vienne délivrer. C'est ainsi que le sculpteur a voulu caractériser son œuvre, et je pense qu'on ne peut pas dire mieux que lui. Alors pour ce qui est du sculpteur lui-même, Jean Lanclos, il est né en 1933 et décédé en 1997. Il a été l'un des sculpteurs majeurs français du XXe siècle, avec une œuvre qui mêlait l'art sacré, inspiré à la fois par le judaïsme ou destiné à l'édifice chrétien, et l'art profane. C'est une œuvre dont beaucoup de productions sont marquées par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Car avant d'être
pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, qui est consommé pour un artiste, enseignant à l'école des Beaux-Arts de Mans, puis à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts, Georges Jean-Claude, né Georges Jankolovitch, fut durant la guerre ce qu'on appelle un enfant caché, pour échapper aux persécutions. Il fut aussi le neveu d'un oncle assassiné du fait de ses origines juives lors de la tragédie de Puy de Dôme. Enfin, en ce qui concerne le monument devant lequel nous nous trouvons, pour le faire vivre ce monument depuis 2008, la Fondation de la Résistance a décidé d'y organiser, chaque 27 mai avec ses amis, une commémoration très sobre visant à rappeler le rôle essentiel de Jean Moulin dans le processus d'unification de la résistance intérieure. Cette cérémonie précède la cérémonie traditionnelle sous l'Arc de Triomphe que nous organisons aussi à cette date depuis 2004, soit 9 ans avant l'instauration par la loi du 19 juillet 2013 de la Journée nationale de la résistance. Pour notre fondation, le 27 mai 1943 a toujours été une date essentielle dans l'histoire de la résistance. Elle a marqué un tournant dans son unification avec la création du Conseil national de la résistance au CNR. C'est en effet rue du Four, comme cela a été rappelé tout à l'heure, en plein Paris occupé, par la détermination de Jean Moulin, délégué du général de Gaulle, que s'est réuni pour la première fois ce Parlement clandestin, dont les décisions permettront non seulement d'unir la résistance, mais aussi de définir les grandes lignes de la libération de la France, ainsi que de ce que serait la société française une fois la paix revenue. Quelques mois plus tard, en effet, le 15 mars 1944, il y a plus de 80 ans, le Conseil national de la résistance publiait un programme qui jeta les bases d'une société plus juste, plus solidaire, plus unie. Il faut rappeler que ce texte fut adopté à l'unanimité par l'ensemble des membres du CNR, représentatifs de la résistance, en dépit de la diversité de leurs opinions. Il sera la matrice des grandes réformes sociales de 1945, la sécurité sociale, les retraites, la nationalisation des grandes entreprises. Ces réformes ont été le fruit d'un consensus national dont le programme du CNR fut la matrice. Il est, au sortir de la guerre, et demeure encore aujourd'hui une source d'inspiration pour beaucoup de nos contemporains. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Soleil est adjointe à la maire et Jean-Philippe Filet, conseiller. National de la résistance, nos trois couleurs flottent majestueusement au-dessus de la tombe du soldat inconnu.
de son sacrifice, il est décidé qu'une flamme brillerait en permanence au-dessus de sa tombe et l'envelopperait ainsi, de jour comme de nuit, d'une immortelle solennité. C'est André Maginot, alors ministre de la Guerre et des Pensions, qui a l'honneur d'allumer la flamme le 11 novembre 1923. Depuis cette date, elle est ravivée chaque soir à l'occasion de la cérémonie que nous allons vivre ensemble avec émotion. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918 et ont contribué ainsi à la victoire. Il convient d'y associer les soldats blessés, les veuves, les orphelins et tous les citoyens qui ont été lourdement éprouvés. Tous ces sacrifices dans les corps et dans les cœurs ont cimenté la nation française à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Cette flamme nous invite également à rendre hommage aux soldats tombés au cours de la Seconde Guerre mondiale, participe à la cérémonie la Fondation de la Résistance, l'Association nationale pour la mémoire des résistants et patriotes emprisonnés à Hesse, l'unité combattante déportée à Dachau, bataillon des forces françaises de l'intérieur, le Comité parisien de libération, l'Association des anciens élèves et amis de l'école Bastillon, l'Union départementale de la médaille militaire de Haute-Marne, la ville de Villemonde, fleurs déposées par les élèves du lycée des métiers, déposées par l'association des anciens élèves et amis de l'école Bastillon.
Non, 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 bah,